Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Savoir et formation. Savoir et formation. Collection dirigée par Claudine Blanchard-Laville, Nicole Mosconi et Patrick Geffard. Collection créée par Jackie Bayrou, 1939 à 2004, Dominique Fablet, 1953 à 2013 et Michel Gault. La collection Savoir et formation accueille les manuscrits dont le contenu relève du champ de l'éducation et de la formation. Nous serons particulièrement attentifs aux recherches qui, dans ce champ, s'attachent à considérer les développements concernant le rapport au savoir des sujets. Les domaines suivants seront privilégiés: genre et éducation, psychanalyse et éducation, éducation familiale et protection de l'enfance. Comité éditorial: Louis-Marie Bossard, Françoise Bréant, Jean Chamy, Sigolène Couchot-Chiex, Arnaud Dubois, Séverine Neuillet, Chantal Imbert, Antoine Catard, Gaël Pasquier, Bernard Pecberti, Anna Rurka, Catherine Yelny. Dernière parution. Anne-Marie Sanchez, Annie Di Martino, Faire progresser tous les élèves au collège, 2018. François-Xavier Bernard, Les apprentissages collectifs instrumentés. Modélisation des situations, Analyse des interactions, 2018. Louis-Marie Bossard, Dire, Clinique d'orientation psychanalytique en éducation et formation. Nouvelles recherches, 2018. Patricia Bessaudalonso, Dire, Les dispositifs dans la recherche avec, Regard croisé en éducation, 2017. Arnaud Dubois, Dire, Accompagner les enseignants, pratique clinique groupale, 2017. Nicole Mosconi, Dire, Jackie Bayrou et les sciences de l'éducation, 2017. Louis-Marie Bossard, Coord, Clinique d'orientation psychanalytique. Recherche en éducation et formation, 2017. Antoine Kattar, Adolescent dans un environnement incertain, Une expérience libanaise, 2016. Claude Renoton, Des adolescentes aux prises avec le genre. 5 récits, 2016. Introduction. Philippe Chausecourte, Louis-Marie Bossard et Sophie Lerner-Sey. Éducation, formation et psychanalyse. Une insistante actualité est le titre de cet ouvrage qui marque une nouvelle étape dans les productions du champ de la clinique d'orientation psychanalytique en éducation et en formation. En effet, sa publication est consécutive du 5e congrès Cliopsy qui a eu lieu en mai 2017 à l'Université Paris-Descartes, et ce 5e congrès sera donc le premier à donner naissance à une publication. Rappelons que le nom CLIOPSY recouvre 3 structures. Une revue, dont le premier numéro date d'avril 2009, une série de congrès, le premier ayant eu lieu à l'Université Paris-Nanterre en novembre 2003, et enfin une association née en janvier 2015. Les congrès Cliopsy ont été la première trace chronologique de visibilisation, dans l'espace universitaire français, de ce champ particulier dans lequel est soutenue une approche clinique d'orientation psychanalytique, champ qui s'est cristallisé à l'origine à l'Université Paris-Nanterre en sciences de l'éducation, autour de Claudine Blanchard-Laville. Dans les contributions de cet ouvrage, on perçoit la fécondité de l'approche clinique d'orientation psychanalytique dans le champ de l'éducation et de la formation. De même que la psychanalyse continue d'avancer à l'intérieur de son propre champ, cette approche produit également des connaissances nouvelles. Il en est ainsi de la clinique du rapport au savoir, des cliniques groupales et institutionnelles dans le champ de l'éducation et de la formation, et de la clinique de l'accompagnement des professionnels. Dans le contexte sociétal actuel, même si persiste la résistance originelle rencontrée par Freud à l'hypothèse de l'inconscient, de nouvelles propositions émergent pour l'étude des liens éducatifs ou de formation qui prennent en compte les corps, les subjectivités, les émotions et les affects. Par son pouvoir subversif, sa capacité de création, sa nouveauté même, la psychanalyse a introduit une rupture épistémologique qui demeure. Cet ouvrage propose des exemples de traitement de la question des liens entre la pratique et la théorisation clinique, dans des contextes de recherche, de formation ou d'intervention. De nouvelles méthodes et médiations sont en effet développées avec une diversité de références psychanalytiques, faisant émerger des questionnements en matière d'épistémologie et de méthodologie. La reprise de ces questionnements sera un fil rouge des apports de ce volume. Cet ouvrage veut scander une nouvelle étape dans l'identification,
le développement et la diffusion des savoirs issus des interventions et des recherches cliniques, dans les domaines de l'éducation et de la formation. Il reprend dans sa structure l'organisation du congrès. Aussi, après cette introduction générale, on trouvera successivement 4 chapitres dont les intitulés sont ceux alors retenus pour les tables rondes. Histoire et perspectives, public vulnérable, vulnérabilité, dispositifs de recherche et fondements théoriques, usage de médiation dans la formation, l'enseignement, le soin. Hormis le premier, chaque chapitre est introduit par la personne qui modérait la table ronde, puis les textes se suivent dans l'ordre de prise de parole des différents intervenants, tous ayant collaboré à la constitution de l'ouvrage. Il est important de noter que la plupart des orateurs ne se sont pas contentés de fournir leur texte du moment. N'étant pas cette fois limités par le temps de parole qui leur avait été imparti, nombreux sont ceux qui ont remanié leur exposé afin de l'enrichir, de le compléter ou même de poursuivre leurs propos. Et évidemment, tous ont ajouté une bibliographie. Cet ouvrage témoigne ainsi de l'insistante actualité de la clinique d'orientation psychanalytique dans le champ de l'éducation et de la formation, et permet d'en apprécier toute l'étendue. Chapitre 1 Histoire et perspectives. Introduction. Louis-Marie Bossard. Les participants à la première table ronde du congrès Cliopsy 2017 avaient décidé qu'il n'y aurait pas de présentation formelle de celle-ci. Aussi, je vais me borner à indiquer la manière dont ils ont conçu le déroulement de leur rencontre et l'esprit qui les a animés. Pour que les lecteurs puissent appréhender la démarche de ce qui va être proposé dans ce premier chapitre, il est utile de savoir que les 4 auteurs dont les textes suivent, Claudine Blanchard-Laville, Bernard Pegberti, Laurence Gavarini et Philippe Chausecourt, s'étaient donné pour objectif que chacun ferait un récit de sa manière de s'être relié au réseau Cliopsy en lien avec sa propre trajectoire professionnelle, et cela, tout en mettant en lumière les modalités de son rapport à la discipline sciences de l'éducation et de son lien à la psychanalyse. L'ordre choisi pour les 4 interventions a respecté la chronologie de l'entrée de chacun dans la discipline sciences de l'éducation. Il faut noter que ces 4 personnes font partie des fondateurs du réseau Cliopsy. Ils ne peuvent donc pas en être en même temps les historiens. D'où le S accolé au mot histoire, entre parenthèses dans l'intitulé de ce chapitre. Chacun des auteurs va donc raconter un peu de son histoire et décliner sa version de l'histoire de Cliopsy. Cela va ainsi constituer un aperçu de ce qui les relie dans cette construction qu'une partie des participants au congrès et que certains lecteurs ont aussi vécu avec eux. Et aussi ce qui les différencie. Pour clore ce premier chapitre, on trouvera les photographies que Jean-Luc Rinaudot a esquissées à la fin de la table ronde, mettant ainsi en lumière certains points de l'actualité du réseau Cliopsy. D'un colloque à l'autre. Claudine Blanchard-Laville. Longtemps j'ai enseigné les mathématiques. C'est par cet incipit en forme de clin d'œil que s'ouvre mon ouvrage Au risque d'enseigner, publié en 2013. Il s'agit aussi aujourd'hui d'un clin d'œil à la correspondance que j'ai tenue avec mon collègue Frédéric Teilhard, publiée récemment chez l'Harmattan en 2016, dans laquelle je revisite l'histoire de mon rapport à l'écriture, pour indiquer que ce qui me préoccupe en ce moment en priorité et ce qui me préoccupera peut-être encore un peu demain, c'est la question de l'écriture, celle de ma propre écriture et celle des chercheurs que j'accompagne. Au regard de l'ensemble de ma carrière universitaire, qui s'est étalée de 1963 à 2010, soit sur un empan de 47 ans, et qui s'est presque entièrement déroulée à l'Université de Paris-Nanterre, j'y ai été recruté en octobre 1968, plus de la moitié de mon temps a été consacré à l'enseignement des mathématiques. C'est seulement en 1991 que j'ai intégré comme professeur des universités, avec un réel plaisir, le département de sciences de l'éducation de cette même université. Une deuxième carrière s'ouvrait alors pour moi plus congruente avec le profil de celle que j'étais devenue, après avoir surmonté un certain nombre de difficultés personnelles dans mon parcours, Blanchard-Laville 2006-2009. Entrée dans les sciences de l'éducation. C'est la soutenance d'une habilitation à diriger des recherches dans la discipline sciences de l'éducation, voir ma note de synthèse ainsi que mon exposé de soutenance sur mon site à l'adresse www.claudineblanchardlaville.com,
qui m'a ouvert les portes de cette nouvelle carrière, après un passage de quelques années par la didactique des mathématiques, domaine de recherche dans lequel j'ai eu la chance de coopérer avec des chercheurs tels que Yves Chevalard et Abord, puis Guy Brousseau, Alain Mercier, Marie-Hélène Salin, Alain Bonheur et un peu plus tard Éric Rodici. Ces différentes collaborations m'ont convaincu de la pertinence de l'approche didactique telle qu'elle a été théorisée dans le champ de la didactique des mathématiques. J'ai soutenu ma thèse en 1980 dans ce domaine, mais elles m'ont aussi convaincu progressivement que les temps n'étaient pas encore advenus pour qu'une reconsidération paradigmatique s'y impose. Une modification substantielle aurait été nécessaire pour permettre à l'approche freudienne de trouver une véritable place au sein de ce champ, au-delà de l'accueil chaleureux des collègues et de leurs exhortations à poursuivre dans la direction qui était la mienne, celle d'un éclairage des phénomènes d'enseignement et d'apprentissage par la psychanalyse, et malgré leurs proclamations réitérées que je crois avoir été sincères, de l'intérêt de mon travail, jusqu'à ce que je fasse la déclaration publique dans un article, décisif pour moi, publié en 1989 dans la Revue française de pédagogie et intitulé « Question à la didactique des mathématiques », de ma séparation épistémologique d'avec ce champ. Détour. J'ai plusieurs fois eu l'opportunité d'écrire sur ce que j'ai appelé mon voyage transdisciplinaire, Blanchard-Laville, 2003. Néanmoins, avec le temps qui avance, ma vision de ce voyage est renouvelée par les après-coups successifs qui me font découvrir chaque fois des parts d'inconnu de moi. Ce voyage transdisciplinaire m'a fait choisir à nouveau les sciences de l'éducation après mon incursion dans le domaine de la didactique des mathématiques. Est en effet la deuxième occurrence de ce choix car déjà, en 1968, après avoir été nommé à Nanterre comme enseignant-chercheur en mathématiques dans une université de lettres et sciences humaines, j'ai ressenti le besoin urgent de me former à nouveau pour pouvoir enseigner une discipline, les mathématiques, qui n'était pas véritablement attendue, c'est un euphémisme, par les étudiants auxquels j'aurais désormais affaire. Ce choix pour une formation seconde s'est fait intuitivement. J'ai été tentée à ce moment-là par la psychologie. Les deux départements, celui de psychologie et celui de sciences de l'éducation, étaient voisins géographiquement à l'université de Nanterre et voisins aussi du département de mathématiques. Je n'ai pas choisi la psychologie. Je peux imaginer que j'étais comme transgénérationnellement conditionnée du côté de la pédagogie, en tant que fille d'instituteur. Je ne peux pas oublier que je suis la fille d'un instituteur freinet des années 50, le maître d'une petite école d'un village du Lot comme je l'ai raconté dans le premier chapitre de mon livre de 2001, Les enseignants entre plaisir et souffrance. Ancrage nanterrois. Je tiens à insister sur le fait que j'ai eu la chance d'avoir une haute opinion de la discipline sciences de l'éducation, grâce à la fréquentation pendant de nombreuses années de notre collègue Jackie Bayrou, 2014, aujourd'hui disparu, qui m'en a fait percevoir les enjeux importants et les possibles ouvertures. C'est à lui, je crois, que je dois d'avoir bénéficié dans l'équipe qu'il a créée autour de lui et autour de la notion de rapport au savoir, d'une niche institutionnelle pour la recherche, au sens écologique du terme, où ma vision des phénomènes didactiques a pu se déployer, encouragée aussi bien par son regard intéressé et bienveillant que par celui de ma collègue Nicole Mosconi qui nous avait alors rejoints. Les appartenances disciplinaires respectives de mes collègues, histoire et philosophie, en même temps que leur sensibilité et leur expérience effective de la psychanalyse, ont sans nul doute influé fortement sur notre conception nanterroise partagée de la notion de rapport au savoir telle qu'on peut l'appréhender à travers notre livre collectif de 1996 pour une clinique du rapport au savoir. Coopération et diversité des appartenances disciplinaires. J'aimerais qu'aujourd'hui, nous réfléchissions davantage à cette question de nos affiliations disciplinaires respectives initiales dans le réseau Cliopsy, et à la manière dont cette généalogie influence chez chacun nos modalités spécifiques de rapport au savoir et sans doute aussi notre acception même de la notion de rapport au savoir. La diversité d'origine disciplinaire dans notre équipe nanterroise, alliée à un respect total de nos singularités, a été très certainement pour moi le terreau de la forme de travail que nous avons nommée par la suite codisciplinarité et que j'ai mise en œuvre dans plusieurs équipes de recherche que j'ai animées, et telle que je la retrace dans l'article que j'ai publié en 2017 au sein d'un dossier intitulé Sciences de l'éducation et interdisciplinarité.
Cette expérience des débuts de notre équipe de recherche à Nanterre a aussi compté pour beaucoup dans ma propension à coécrire par la suite un grand nombre d'articles ou de chapitres d'ouvrages. Je peux identifier un nouveau point de bifurcation important dans mon parcours qui a eu lieu plus tard. Après avoir renoncé au choix d'entrer pleinement dans le domaine de la didactique des mathématiques, j'ai aussi choisi, à un moment donné, au sein du réseau Open Observation des pratiques enseignantes, que j'ai coordonné pendant 12 ans avec mes collègues, Maggie Alté et Marc Bru, est un même intérêt pour les recherches sur les pratiques effectives des enseignants qui nous avait rapprochés dans ce réseau, comme on peut le lire dans l'ouvrage que nous avons coordonné en 2012, de ne pas m'associer de façon proche pour des raisons épistémologiques, au courant de la didactique clinique de lait portée par André Terris et Marie-France Carnus. À mes yeux, leur modélisation, bien que se réclamant explicitement d'une référence à la psychanalyse, envisage à mon sens, le sujet enseignant et sujet enseigné, comme un sujet psychologique, sans suffisamment prendre en compte à mes yeux au plus vif de son tranchant le sujet de l'inconscient. C'est une manière condensée et forcément réductrice de formuler ma position sur ce point. En tout cas, ce que j'aimerais souligner, c'est que je n'ai pas fait le choix d'articuler didactique et clinique dans un seul point de vue, mais que j'ai fait le choix que ce soit une équipe codisciplinaire qui assume ce double paradigme. Vigilance. Cette prise de position m'incite à souligner ici la vigilance que nous devrions avoir dans le réseau Cliopsy quant à notre usage de la notion freudienne d'inconscient, car nous sommes tous soumis à ce risque d'oublier le versant subversif de ce concept. Comme je l'écrivais dans mon ouvrage de 2001, page 21, à la suite de Christiane Lacôte, 1998, dans un paragraphe intitulé « Une rupture radicale ». J'estime que nous n'en avons pas fini de découvrir les enjeux contemporains de cette invention freudienne, l'inconscient, le champ inventé par la psychanalyse. Malheureusement, aujourd'hui, le concept semble avoir perdu ses vertus de scandale fécond, en étant passé dans nos habitudes consommatrices, on est arrivé à le chosifier et à l'instrumentaliser. Ainsi, tenir le fil de cette invention est en soi-même une éthique. Je crois qu'il faut sauvegarder la consistance dynamique du concept. Or, il est très facile, c'est même si l'on y prend garde, la tendance naturelle, de refouler la radicalité gênante de cette découverte, subrepticement, tout en ayant l'air de l'accepter et même de la promouvoir. En effet, nombreux sont ceux qui, tout en acceptant verbalement l'existence de l'inconscient, en nient pratiquement le caractère insolite et scandaleux. Chacun de nous n'en finit pas de résister à cette découverte. D'une certaine manière, la conscience reprend sans arrêt ses droits. Lien à une pratique clinique. Je crois que nous devons maintenir cette vigilance. Cependant, je remarque qu'un point fort de la construction du réseau Cliopsy résulte de notre lien à une forme de clinique. Chacun de nous, en parallèle des recherches qu'il ou elle mène, soutient en effet une pratique clinique. Nous avons, chemin faisant, développé ce que j'appelle parfois une clinique de l'accompagnement professionnel ou une clinique du lien professionnel. Les exigences entraînées par cette clinique orientée par la psychanalyse, à travers la diversité des dispositifs que nous avons imaginés, constituent, je crois, ce qui peut le mieux nous préserver de verser dans l'instrumentalisation de la psychanalyse, à la condition que chacun pour soi effectue le travail psychique qui lui incombe dans la place qu'il prend dans ces dispositifs. Démarche clinique pour la recherche. C'est en 1995 que j'ai créé le séminaire dit de démarche clinique au sein de ce qui se nommait à l'époque le DEA de sciences de l'éducation, dans lequel nous avions pris place, Nicole Mosconi et moi-même, à côté de nos collègues masculins Jackie Bayrou et Paul Durning, en construisant à un moment donné, un DEA nouveau par rapport à celui légué par nos prédécesseurs. Je veux parler de Jean-Claude Fillou et de Gilles Ferry et aussi de Jacques Nathanson arrivés un peu plus tard à Nanterre. Je crois que, plus qu'un séminaire, je peux dire dans l'après-coup qu'il s'agissait pour moi d'un dispositif pensé pour transmettre, dans un souci d'appropriation subjective pour les professionnels étudiants qui l'ont fréquenté, les contours d'une démarche clinique de recherche d'orientation psychanalytique telle que j'étais en train de la penser concomitamment, à côté du séminaire d'épistémologie que proposait Nicole Mosconi. Ce séminaire existe, sous le même intitulé, dans l'actuel master clinique de la formation. Les professeurs qui m'ont succédé, d'abord Philippe Chausecourt, puis Françoise Bréant, se le sont appropriés chacun à leur manière. Pour autant,
Je considère la pérennité de cet intitulé comme un indicateur du fait que ce dispositif transcendait ma propre singularité, et je constate que ce séminaire a laissé une empreinte forte sur plusieurs générations d'étudiants devenus chercheurs de notre réseau. Un autre séminaire spécifique se maintient encore aujourd'hui autour de la question du rapport au savoir dans lequel les étudiants en reprise d'études peuvent réaliser avec grand profit des élaborations utiles pour appréhender la construction de leur propre rapport au savoir. Il est porté par Françoise Hatchuel qui a rejoint notre équipe Savoir et rapport au savoir dès l'année 1998, cependant que Bernard Pegberti rejoignait l'Université Paris 5. Les journées cliniques de 2003. Nous voici 5 ans plus tard, en 2003, en train de préparer ce que nous avons alors appelé les journées cliniques de Nanterre, en rassemblant les forces de notre axe clinique de l'équipe de Nanterre, l'équipe Savoir et rapport au savoir avec Françoise Hatchuel, Philippe Choscourt, Pierre Berdaud et moi-même, avec celle de l'axe clinique de Paris 5 portée alors par Bernard Pegberti avec L', accord de Jean-Sébastien Morvan qui malheureusement a été hospitalisé un mois avant la tenue de ces journées. Ces journées de 2003, nous les nommons aujourd'hui le premier colloque Cliopsie. Jean-Luc Rinaudot nous avait très vite rejoints dans cette préparation. L'une des 2 journées était intitulée Recherche et l'autre pratique, indiquant bien dès le départ un lien fort entre recherche et pratique clinique. Ce lien constitue, me semble-t-il, l'une des caractéristiques de notre marque de fabrique dans le réseau Cliopsie. Les 4 manifestations précédant le congrès de 2017. Je ne vais pas faire ici un compte-rendu exhaustif des 4 colloques qui ont précédé la rencontre de mai 2017, mais j'avoue que j'ai utilisé mes archives de ces colloques comme trace pour analyser dans l'après-coup ce que j'y avais moi-même soutenu, et pour alors me rendre compte du chemin parcouru. J'ai pu ainsi repérer certaines lignes de force dans l'évolution de mes propres préoccupations ainsi que les perspectives qu'elles indiquent pour moi. En 2003, les journées cliniques de Nanterre, sous la bannière Actualité de la clinique d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation, recherche et pratique, portaient sur le thème « Soutenir et encadrer un doctorat clinique et des mémoires cliniques ». En 2006, à la Sorbonne, toujours sous les mêmes auspices, Actualité de la clinique d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation, il était question de « Quel lien à la psychanalyse ? Quelle recherche ?» En 2009, à Nanterre à nouveau, avec toujours le même intitulé général, nous avions choisi pour thème l'analyse des pratiques, transmission, professionnalisation, recherche. En 2013, à Paris 8, sous le même intitulé général, nous avions spécifié « De la psychanalyse en sciences de l'éducation ». Rupture et continuité dans la transmission. Pour 2017, nous avons opté pour la formulation suivante: éducation, formation et psychanalyse, une insistante actualité. À partir de mes investissements dans les 4 manifestations antérieures au congrès de 2017, je vais évoquer succinctement 4 des chantiers dont je repère la permanence pour moi au cours du temps. L'accompagnement de chercheurs plus jeunes que moi, l'avancée des théorisations psychanalytiques auxquelles je me réfère, les enjeux de l'analyse clinique des pratiques professionnelles et la question de la transmission. L'accompagnement des apprentis chercheurs. En premier lieu, je constate que l'accompagnement des apprentis chercheurs, étudiants de master ou doctorants, pour la réalisation d'une recherche clinique d'orientation psychanalytique continue de me tenir à cœur. Du premier colloque de 2003, je retiens, comme je l'ai déjà indiqué, la volonté de ne pas cliver recherche et pratique, et surtout la volonté que le public de ces journées a manifestée explicitement, à la fin de cette rencontre, de créer un réseau en nous appuyant sur les réponses aux questionnaires que nous avions lancés dans tous les départements de sciences de l'éducation pour rassembler les forces vives œuvrant dans la même direction, celle d'une référence explicite à la psychanalyse. Mais je retiens surtout l'importance accordée à la question de la formation des jeunes chercheurs, qui avait sous-tendu l'ensemble des interventions dans ce colloque. Mon expérience de directrice de thèse était alors encore fragile. Depuis lors, mon expérience s'est quantitativement et qualitativement raffermie. Je crois avoir construit un style propre, et aussi m'être employé à en transmettre certaines caractéristiques à tous les collègues avec lesquels j'ai eu l'occasion de coopérer. J'ai écrit un texte publié en 2010, assez précis je crois,
sur ma manière de procéder et je me propose de reprendre cette réflexion à l'avenir pour la prolonger à partir de mes nouvelles expériences en ce domaine, d'autant que je bénéficie maintenant d'une nouvelle aventure, celle du partage pendant 8 ans déjà, de l'animation d'un groupe de tutorat pour l'accompagnement des doctorants avec Philippe Chausecourt. Ce qui nous a permis de mesurer les proximités et les différences de style entre nous, et aussi, en ce qui me concerne, d'identifier ce qui, dans ce que je propose, est transmissible et ce qui ne l'est pas forcément ou en tout cas pas de manière évidente. L'affaire remonte à 1996 lorsqu'avec Jackie Beiraud et Nicole Mosconi, nous nous étions mis en tête de formaliser par écrit la réponse à la question « Qu'est-ce qu'une bonne thèse pour vous ?» En relisant le texte que j'avais écrit à l'époque, je reconnais une forte permanence dans mes intentions jusqu'à aujourd'hui. J'y insistais déjà sur le fait que ce qui m'importait avant tout, c'était d'avoir accompagné avec succès le processus de transformation de la candidat doctorant en chercheur davantage que la performance réalisée par l'objet finalement produit. Un certain nombre de questions et de doutes étaient déjà présents. Comment travailler les mouvements contre-transférentiels en jeu chez le doctorant, dans quel lieu et jusqu'où les rendre visibles dans son écrit? Je vois avec plaisir, à travers le dernier texte de Philippe Chausecourt dans le numéro 17 de la revue Cliopsy 2017, que ces questions sont toujours à l'ordre du jour et que la réflexion a bien avancé. En revanche, je me rends compte que j'avais à l'époque beaucoup d'inquiétude à conduire nos plus jeunes collègues sur une voie où les productions n'étaient pas forcément reconnues, et où ils auraient affaire aux mêmes résistances que nous, au niveau académique, des résistances principalement issues de notre référence claire à la psychanalyse. J'y annonçais l'intention de prendre du temps pour rendre crédibles et légitimes nos démarches au sein des différentes institutions de la discipline, telles que par exemple, l'Association des enseignants et chercheurs en sciences de l'éducation, AECSE, et le Conseil national des universités, CNU, de manière à ce que de nouveaux recrutements d'enseignants-chercheurs puissent avoir lieu et que nous puissions consolider nos assises. La vitalité actuelle de notre courant Cliopsy témoigne, me semble-t-il, d'un certain résultat à ce niveau avec le concours de tous dans les différentes instances institutionnelles, même s'il faut rester vigilant pour pouvoir conserver cet état de fait. À l'époque, je posais la question de l'accompagnement à l'écriture d'une manière que je dirais aujourd'hui superficielle quant à la possibilité de réussir cet accompagnement car, même si je n'ai pas changé d'intention à ce niveau, je crois que ces 15 dernières années m'ont montré que c'est sur ce point, celui de la traduction de la pensée en écriture, que les butées sont les plus difficiles à surmonter. Je n'avais pas à l'époque une conscience claire de ces difficultés par manque d'expérience. D'où mon intérêt vif aujourd'hui pour la question de l'écriture, Blanchard-Laville 2013, 2015-2016, Geffard et Blanchard-Laville 2016. Quelle psychanalyse? Lors du colloque de 2006, j'ai été modératrice de la table ronde où, à la suite de la publication de la note de synthèse coécrite pour la Revue française de pédagogie en 2004, chacun de nous tentait de se positionner par rapport au contenu manifeste que nous défendions dans cet article à propos des questions épistémologiques cruciales, comme celle de la légitimité ou la validité de notre approche. Il était aussi question dans ce deuxième colloque de nos liens respectifs à la psychanalyse. Dans l'après-coup, je revois l'invitation que nous avions faite à Salomon Reynick, dont nous venons de publier l'intervention pour lui rendre hommage après sa disparition, Cliopsy 2017, comme l'intention de faire partager largement ce dont j'avais bénéficié pendant longtemps dans le cadre de sa pratique groupale, c'est-à-dire d'une psychanalyse issue du courant anglo-saxon, mais surtout des apostrophes. Une psychanalyse vivante, en continuel devenir, toujours impliquée dans de nouvelles rencontres, incarnée dans une clinique à la fois modeste, partageable, démonstrative, mais sans concession, nourrie d'une très large culture et restant ouverte à l'imprévu de la rencontre, comme j'en témoigne dans un chapitre du livre d'hommage à Salomon Reynick, dirigé par Martin Reca à paraître en 2018. Aujourd'hui, dans cette ligne-là, j'ai envie d'affirmer, en lien avec l'intitulé de ce congrès de 2017, que je considère la psychanalyse comme bien vivante et effectivement d'une insistante actualité. Déjà en 1975, Didier Anzieux écrivait dans la Revue française de psychanalyse dans un article intitulé « La psychanalyse encore ». Nous pouvons beaucoup attendre et beaucoup demander de la psychanalyse encore, page 135. Il écrivait aussi « Hier les psychanalystes avaient à braver la résistance du monde à la psychanalyse.
Leur tâche aujourd'hui est inverse. Ils ont à soutenir la résistance de la psychanalyse au monde, à tout ce qui ne cesse de l'affadir ou de la pervertir, ibidem. Dans cet article, il affirmait que la psychanalyse était tombée malade de son propre succès et il terminait par « Si nous savons la délivrer des idolâtries et des désuétudes toujours recommençantes et si nous persévérons à la prendre avec l'intelligence du corps, du cœur et de la pensée » page 146. Plus proche dans le temps, Antonino Ferro, psychanalyste italien dans la mouvance de Bion, écrivait à son tour en 2009, page 7 de son ouvrage Les psychanalystes en supervision, « Je suis optimiste quant à l'état de santé de la psychanalyse et à son avenir. Freud a montré le chemin et a inventé la méthode. Elle doit être utilisée à ouvrir de nouveaux horizons conceptuels. » C'est ainsi que cet auteur psychanalyste plaide dans nombre de ses ouvrages pour nous indiquer que notre psyché n'est pas suffisamment éduquée, dans le sens où, au lieu d'évacuer en ayant recours à l'hallucination, à des maladies, à des actes destructeurs, notre psyché n'a pas pour lui suffisamment introjecté la méthode pour transformer et gérer les proto-émotions et la sensorialité, comme il le propose, page 9. Ce qu'il développe abondamment dans son dernier ouvrage publié en français en 2014, Éviter les émotions, vivre les émotions, dans lequel il montre notamment la fécondité de la pensée bionienne tout en avançant cette hypothèse importante pour moi. L'idée que nous sommes passés d'une psychanalyse des contenus et des souvenirs à une psychanalyse qui privilégie le développement des appareils pour rêver, pour ressentir et pour penser. Car selon son point de vue, c'est dans le champ de la rencontre des psychés entre analystes et patients ou dans le groupe que cette éducation de la psyché se réalise. C'est dans cette mouvance théorico-clinique que j'inscris le travail d'élaboration psychique, que je propose aux professionnels et plus particulièrement aux enseignants. Dans cette rubrique, La psychanalyse est bien vivante, j'aimerais indiquer une autre référence qui témoigne pour moi de l'inventivité permanente des psychanalystes. Le livre de Florence Guignard, premier tome de sa somme intitulée Quelle psychanalyse pour le XXIe siècle, dans lequel elle s'attache à promouvoir ce qu'elle appelle depuis longtemps des concepts du troisième type dans la mouvance bionienne aussi. Dispositifs cliniques. Pour le colloque de 2009, se sont imposés à nous l'idée de rendre compte de l'engouement autour de ce qu'il était devenu coutume d'appeler l'analyse des pratiques professionnelles, et le souhait de décrire, au sein de ce mouvement, les spécificités des dispositifs référés à la psychanalyse qui avaient été imaginés dans les différents masters créés dans les universités d'Île-de-France à Nanterre, Paris 8 et Cergy notamment. Au cours de toutes ces années, j'ai moi-même précisé les contours du dispositif que je propose et j'ai tenté d'en transmettre l'esprit à un certain nombre de personnes, Lerner et Blanchard-Laville, 2017. Je n'insisterai pas davantage ici sur ce point, car un grand nombre de mes publications reflètent cette évolution, tels que mes 2 articles publiés dans la revue Cliopsy, l'un dans le numéro 8, repris dans l'ouvrage dirigé par Louis-Marie Bossard en 2017, et l'autre dans le numéro 17. Transmission. Pour le colloque de 2013, enfin, la question de la transmission émergeait explicitement pour nous tous. On peut constater dans ce que je viens de présenter, que cette question de la transmission m'occupe en priorité depuis très longtemps. C'est ainsi d'ailleurs qu'une fois ma carrière officielle arrêtée en 2010, cette préoccupation a pu prendre encore davantage de place. Je m'apprête à rassembler mes réflexions à ce propos dans un prochain livre. Le cœur de ma réflexion actuelle sur le geste de transmission se trouve dans un petit texte que j'ai proposé à une journée sur la transmission justement, où nous avons été invités en 2015 par nos collègues psychologues psychanalystes de Lyon 2. Dans ce court texte publié dans leur revue Canal Psy en 2017, je tente, en m'appuyant sur mes différentes recherches concernant la position psychique enseignante, celle du formateur-animateur de groupe clinique d'analyse des pratiques professionnelles et celle d'accompagnant pour les chercheurs moins avancés, d'identifier les fonctions psychiques qu'il s'agit d'exercer dans ces différentes positions, pour comprendre ce qui serait au cœur du geste de transmission lorsqu'on souhaite former de plus jeunes collègues à exercer ces fonctions. Il m'est apparu que l'un des mécanismes centraux était de pouvoir exercer ces fonctions tout en favorisant chez l'autre sa capacité à les introjecter. Ce qui a lieu, je crois, dans ce que j'ai désigné comme la transmission subjective du geste. Et aussi que, pour faciliter une forme d'introjection identificatoire réussie, certaines conditions sont plus favorables que d'autres.
Il s'agit que pour le transmetteur, ces fonctions aient été introjectées de façon stable et qu'ainsi, il n'ait pas trop de crainte que celui ou celle à qui il transmet les lui fasse perdre ou les lui dérobe dans le partage. Ainsi, le désir de transmission se doit d'être accompagné d'une solide confiance accordée à l'autre, tout en étant maintenu relativement indépendant de l'attente d'éventuelles gratifications en retour. Éléments bibliographiques. Altay, Monsieur Bru, Monsieur et Blanchard-Laville, c. 2012. Observer les pratiques enseignantes, Paris, L'Harmattan. Anzieux, dès 1975. La psychanalyse encore. Revue française de psychanalyse 39, 1-2, 135-146. Meiro, J. 2014. Désir de savoir, désir d'apprendre. Cliopsy 12, 73-90. Texte original publié en 1996. Meiro, J. Blanchard-Laville, C. et Mosconi, N. 1996. Pour une clinique du rapport au savoir. Paris, L'Harmattan. Blanchard-Laville, C. 1989. Questions à la didactique des mathématiques. Revue française de pédagogie 89, 63-70. Blanchard-Laville, C. 2001. Les enseignants entre plaisir et souffrance. Paris, PUF. Blanchard-Laville, C. Dire. 2003. Une séance de cours ordinaire. Mélanie Tien passe au tableau. Paris, L'Harmattan. Blanchard-Laville, C. 2006. Des mathématiques à la clinique. Ce que je sais, de la dette au don. Dans Monsieur Sifali et F. Juste des Prairies, Dire. De la clinique, un engagement pour la formation et la recherche, page 43-66. Bruxelles de Bock. Blanchard-Laville, C. 2009. Entretien par Philippe Choscourt. Cliopsy 1, 7-24. Blanchard-Laville, C. 2010. Penser un accompagnement de chercheurs en groupe. Dans Monsieur Sifali, Monsieur Bourassa et Monsieur Théberge, Clinique actuelle de l'accompagnement, page 67-86. Paris, L'Harmattan. Blanchard-Laville, C. 2012. Pour une clinique groupale du travail enseignant. Cliopsy 8, 47-71. Blanchard-Laville, C. 2013. Au risque d'enseigner. Paris, PUF. Blanchard-Laville, C. 2013. Des difficultés spécifiques à l'écriture des résultats des recherches cliniques d'orientation psychanalytique. Symposium réflexion épistémologique actuelle à propos des recherches cliniques d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation, du Congrès international d'actualité de la recherche en éducation et formation, AREF 2013, Montpellier. http://www.ref2013.unif-monp2.fr/cod6 q = content acte-symposium. Blanchard-Laville, C. 2015. De l'écriture mathématique à l'écriture clinique. Dans Monsieur Sifali, F. Juste des Prairies et T. Périlleux, Dire. Processus de création et processus clinique, page 195-217. Paris, PUF. Blanchard-Laville, C. 2017. Au cœur de la transmission, favoriser l'introjection identificatoire. Revue Canal Psy 119, 22-24. Blanchard-Laville, C. 2017. Pour une clinique groupale du travail enseignant. Dans Louis-Marie Bossard, Dire, Clinique d'orientation psychanalytique. Recherche en éducation et formation, page 213-240. Paris, L'Harmattan. Texte original publié en 2012. Blanchard-Laville, C. 2017. Une expérience codisciplinaire au sein d'une équipe de recherche. Dans C'est m'entendons dire. Sciences de l'éducation et interdisciplinarité. Regard croisé entre France et Allemagne. Revue Lendemain, 165, 54-63. Blanchard-Laville, C. 2017. Vous avez dit contre-transfert ? Cliopsy 17, 59-81. Blanchard-Laville, C. Apparaître. Une clinique démonstrative. Dans Monsieur Reka, livre d'hommage à Salomon Régny. Paris, L'Harmattan. Blanchard-Laville, C. et Choscourt, P. 2018. El acompañamiento grupal de doctorandos desde la perspectiva clínica psychoanalytica. Entretien réalisé par Viviana Mankowski. Buenos Aires, AS.
Blanchard-Laville C. Chose-Courte P. Hatchuel F. et Pegberti B. 2005. Recherche clinique d'orientation psychanalytique dans le champ de l'éducation et de la formation. Revue française de pédagogie, 151, 111 à 162. Blanchard-Laville C. et Teilhard F. 2016. Je t'écris dans le train. Paris l'Harmattan. Bossard L. Monsieur et Blanchard-Laville C. 2017. Transcription de la conférence de Salomon Reynick donnée à la Sorbonne en 2006 lors du deuxième colloque Cliopsy. Cliopsy 17, 133 à 157. Chose-Courte P. 2017. Autour de la question du contre-transfert du chercheur, dans les recherches cliniques d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation. Cliopsy 17, 107 à 127. Ferraud à 2009. Psychanalyste en supervision. Toulouse, Éditions Zérès. Ferraud à 2014. Éviter les émotions. Vivre les émotions. Paris, Éditions Itac. Texte original publié en 2007. Geffard P. et Blanchard-Laville C. 2016. Des incidences de l'écriture dans la transmission d'une expérience clinique, un appel au jeu des mouvements identificatoires chez le lecteur. Éducation et socialisation. DOI 10.4000 ETSO 1774. URL http://etso.revue.org/1774. Guignard F. 2002. Les concepts métapsychologiques de troisième type. Dans Gigi Baranès et F. Sacco, inventés en psychanalyse. Construire et interpréter, page 99 à 114. Paris, Duno. Guignard F. 2015. Quelle psychanalyse pour le XXIe siècle? Tome 1. Concept psychanalytique en mouvement. Paris, Éditions Itac. La Côte, C. 1998. L'inconscient. Paris, Flammarion. Lerner S. et Blanchard-Laville C. 2017. Sensibiliser des musiciens professionnels en formation à l'analyse de leur pratique enseignante. Dans A. Dubois, dire, accompagner des enseignants. Pratique clinique groupale, page 75 à 94. Paris l'Harmattan. Quand l'éducation rencontre une clinique orientée par la psychanalyse. Bernard Pegberti. Un objectif de cette table ronde est, à partir de nos parcours singuliers, professionnels et de recherche, de décrire nos inscriptions dans la discipline des sciences de l'éducation, d'ouvrir des réflexions partageables avec tous et ouvrant aussi sur l'avenir. Il s'agit également de revenir sur notre choix commun, et à chaque fois singulier d'une clinique d'orientation psychanalytique comme méthode de recherche scientifique. Si j'évoque ici quelques éléments de mon parcours, ce n'est pas pour parler de moi, mais pour construire des liens entre passé et avenir et pour montrer comment j'ai le sentiment d'avoir transformé positivement mon passage dans notre discipline des sciences de l'éducation. S'inscrire à l'université et s'affilier à une discipline, cela veut dire, en termes cliniques, changer, s'identifier personnellement à de nouveaux objets de pensée, et incorporer, au sens psychanalytique de faire passer en soi, des valeurs, des exigences universitaires, disciplinaires ici en sciences de l'éducation et enfin dans notre courant clinique. On voit comment plusieurs cadres de travail institutionnels et psychiques s'emboîtent, comme le décrit René Caès. Il y a formation, déformation, transformation d'un moi d'abord étudiant, puis professionnel qui devient chercheur et donc qui s'accompagne d'effets de changement identitaire pour le sujet tout entier. Cette transformation suscite désir et angoisse, processus de création dans le meilleur des cas. Notre discipline accueille bien généreusement des chercheurs d'origines diverses, philosophiques, sociologiques, didactiques, etc. À partir de là, des rencontres singulières créatives peuvent se faire. Nos différentes histoires d'affiliation psychanalytique et disciplinaire m'évoquent des familles recomposées. Nous avons chacune et chacun plusieurs familles, plusieurs appartenances, j'essaie de penser à partir d'elles. Je proposerai donc des remarques sur les influences qui ont infléchi mon trajet, en comparant particulièrement les disciplines de la psychologie clinique et celles des sciences de l'éducation. Je n'ai pas souhaité nier ces apports, bien au contraire, mais en faire quelque chose, les transformer dans le contexte de notre discipline. Pour ma part, je m'appuie sur un premier trajet philosophique, puis sur un travail d'enseignement et de formation, des études et l'écriture d'une thèse en psychologie clinique. La psychologie clinique a été et est encore aujourd'hui en France
un vecteur de transmission des connaissances et des avancées de la psychanalyse. En travaillant ensuite en centre médico-psychologique avec des enfants et des familles, j'ai préparé un doctorat dans cette discipline en 16e section. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.